Et imaginez, une maman ou un papa à l'école qui a sa fille ou son fils à l'école pendant le mois du Ramadan. Et puis tout à coup, le fils, il vient de l'école, il dit j'ai envie de faire le Ramadan demain. Il dit pardon. Oui, parce qu'Ahmad à l'école, il fait le Ramadan, j'aimerais bien le faire avec lui. Vous, ça vous fait rigoler, mais le papa, il dit que ça va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour le père, c'est moi, je suis en train de perdre l'identité de mon enfant. Pour la mère, c'est la même chose. Nous, on voit ça, et ça arrive beaucoup. Vous vous rendez pas compte combien ça arrive dans les écoles? Vous avez des enseignants qui se disent, pendant le mois du Ramadan, je commence à avoir des non-musulmans, ils veulent jeûner. Et puis ensuite, il y en a qui écoutent du rap, et du rap qui a des consonances islamiques, ils placent Bismillah, Salah. Oh, qu'est-ce qui se passe dans la République? C'est pas tellement blanc, ça commence à devenir bigarré, c'est même carrément un peu arabe. Donc ça, il faut comprendre que ça peut provoquer de l'islamophobie. Et si nous, on est sourd aux peurs légitimes des gens, on va renforcer le phénomène. Donc on ne peut pas être sourd. Et c'est en n'étant pas sourd ou en n'étant pas aveugle vis-à-vis de ce phénomène qu'on va couper la possibilité à ceux qui l'instrumentalisent. Parce que qu'est-ce que font les partis populistes? Ils instrumentalisent les peurs. Ils savent que les gens ont peur. Donc ils vont instrumentaliser ces peurs-là. Donc déjà, il y a une première cause qui est la peur. Il y a une deuxième cause, on en a aussi parlé, c'est le fait que non seulement on est présent, mais on ne va pas arrêter d'être présent parce que les sociétés ont besoin d'immigrés qui vont venir et ça ne va pas s'arrêter. Donc là, l'Europe a besoin de l'Afrique. Oui. Il faut se rendre compte de ça. Aujourd'hui, en matière de ressources humaines, l'Europe a besoin de l'Afrique. C'est-à-dire que financièrement, alors que de l'argent devrait plutôt aller du nord au sud, aujourd'hui il y a plus d'argent qui monte de l'Afrique au nord. Oui. L'Afrique paye plus de ses dettes et de ce qu'elle doit au nord que le nord ne donne de l'argent à l'Afrique. Donc les comptes sont assez clairs de ce point de vue-là. Ce n'est pas les statistiques, les comptes de ce qui est dû pour la dette fait que les pays du sud payent plus que ce qu'ils reçoivent. Ça c'est un. Et en matière humaine, c'est en fait aujourd'hui le Sud qui envoie de plus en plus de gens travailler au Nord parce que le Nord a besoin de la main-d'œuvre du Sud. Il a besoin pour plusieurs raisons. D'abord ici, puis ensuite, après il va avoir besoin dans les délocalisations, c'est-à-dire en Asie, en Chine. Et donc on se rend compte qu'on est dépendant. Et quand vous avez la réalisation économique de la dépendance, vous avez peur, c'est-à-dire que vous n'avez plus de pouvoir seul, vous êtes obligé de compter avec les autres. Donc ça fait peur. Donc un sentiment de fragilité et de dépendance. Un sentiment de colonisation. Deux, un sentiment de fragilité et de dépendance. D'accord? Ajoutez à cela, effectivement, le fait qu'il y a certains propos musulmans qui viennent des musulmans qui font peur. Oui? Par exemple, avec ce qui s'est passé hier, ils ont contenu dans une bouche de métro tout un groupe qui venait en découdre devant la salle à Paris. Hein, et les journaux disent que ça semblait être un groupe de salafis qui étaient déterminés. Et puis il y en a 2 ou 3 qui ont dit que ça va très très mal se finir. Ça va exploser dans ce pays s'ils continuent à faire des choses comme ça. On ne nous respecte pas dans ce pays. Donc évidemment, nous on comprend qu'il y a de la colère, il y en a marre quoi. Il y en a marre d'entendre toujours ces propos et puis que les médias continuent à les propager en nous laissant entendre qu'on a envie de lutter contre. Parce que qu'est-ce que veulent ces gens-là? C'est que les médias en parlent. Et les médias continuent ce cycle, comme ceci, ce cercle vicieux de parler tout le temps de ces problèmes-là. Donc on comprend ceci. Mais quand le propos devient violent, oui, quand le propos devient agressif, eh ben, ça confirme l'idée qu'on avait des musulmans dont on a peur. Donc on a un phénomène de violence et d'agressivité, on a un problème de dépendance et de fragilité, et puis on a un problème de visibilité et de transformation de la société. Tout ça ensemble, ça explique un élément de la peur de l'islam au sens littéral, l'islamophobie comme peur de l'islam et des musulmans. À cela, il va falloir qu'on réponde. Il va falloir vraiment qu'on travaille. On ne peut pas aujourd'hui ne pas répondre à nos concitoyens et ne pas faire un vrai travail d'information, un vrai travail de présence. Il faut vraiment qu'on parle plus, il faut vraiment qu'on soit là aujourd'hui pour apaiser ces craintes sociales. Il faut aujourd'hui, c'est ce que je disais dans le livre, à une évolution de la peur, il faut créer des espaces de confiance. Au niveau local, autour des mosquées, dans les régions, il faut faire ce travail avec les autorités locales.
il faut entrer en communication avec les gens. Il faut rassurer. Il faut les rassurer. Mais il faut les rassurer pas en faisant semblant. Il faut les rassurer vraiment, sincèrement, dans un vrai... Et ça, c'est ce que j'appelle le passage de la visibilité par la différence au passage de la visibilité par la contribution. Oui? C'est-à-dire que les gens ne doivent plus voir de vous de vos différences, mais ils veulent voir votre apport, votre contribution à la société. Ça rassure les gens. Ça rassure les gens au niveau sportif, ça rassure les gens au niveau culturel, ça rassure les gens au niveau social, ça rassure les gens au niveau médiatique. C'est très important de rassurer. Mais ensuite, rassurer, c'est pas se compromettre. Rester soi et apporter quelque chose. Être, souvenez-vous ce que je disais il y a très très longtemps déjà, banaliser la présence musulmane normaliser la présence musulmane sans la banaliser. On est normalement français, normalement européen, mais on n'est pas banal. On apporte quelque chose à la société. On va faire un travail. Ça, c'est la façon dont on doit résister. Mais maintenant, comment on fait à la montée de l'islamophobie qui est l'instrumentalisation de la peur des gens? Il faut qu'on comprenne comment ça marche. Première des choses, il faut faire attention, il faut les nommer. Il faut savoir les nommer. Et là, il faut faire très attention parce que quand vous dites les islamophobes sont de l'extrême droite, c'est pas tout à fait vrai. Il faut aller un tout petit peu plus loin. Les islamophobes sont de l'extrême droite. Ils ont été contre les juifs, ils sont racistes, et ils seront contre les musulmans de la même façon. Vous avez des mouvements d'extrême droite qui sont xénophobes. L'étranger dort. Oui, on veut la France. Aux Français, l'étranger dort. Le Front National a clairement des positions d'extrême droite. Mais il n'est pas qu'un parti d'extrême droite. Et ils ont bien compris la différence dans l'évolution des 50 dernières années, en particulier des 30 dernières années. Si vous entendez la différence de rhétorique entre, par exemple, Jean-Marie Le Pen et sa fille, c'est que sa fille, elle a compris, là où il ne faut pas dire certaines choses, elle arrondit les angles. Mais la substance de son propos, en matière du rapport aux musulmans, par exemple, est beaucoup plus habile que celle de son père. En cela, elle est beaucoup plus dangereuse. Elle a une face médiatique beaucoup plus habile et un propos beaucoup plus subtil. Et ce qu'elle a fait là, c'est tout du calcul. Elle a créé l'événement médiatique et la controverse. Et je vais vous expliquer comment dans mon pays ça a fonctionné. Parce que c'est exactement la même chose. D'ailleurs, dans une des émissions qu'elle a faites ici en France, on lui a présenté le modèle suisse, oui, de Freisinger et de Blocher, qui jouent sur les médias. Et de ce point de vue-là, elle a reconnu qu'il y avait des similitudes entre les deux approches. Et c'est là où il faut comprendre que ce n'est pas simplement de l'extrême droite, il faut comprendre que c'est du populisme. Et il faut comprendre ce que veut dire le populisme. Le populisme, c'est fondamentalement trois choses. La première des choses, c'est parler au peuple par les peurs qui habitent le peuple. C'est une politique émotionnelle. Oui, on joue sur les émotions. C'est-à-dire que les gens ont peur, on va utiliser les peurs. On ne ramène pas les gens par l'idée politique, on ramène les gens par le sentiment populaire, populiste. On joue sur les sentiments. Et les gens ont peur, donc on les prend, on dit, vous avez peur? Eh bien regardez. Deuxième des choses, le discours populiste est un discours simpliste, c'est un discours binaire. Il a une proposition très très simple. C'est par exemple de dire, nous avons du chômage, il y a trop d'étrangers, jetons les étrangers, il y aura plus de travail pour les Français. C'est simple, c'est droit au but, et ça marche. C'est très simple. Donc, le sentiment, on n'a pas besoin de faire une grande théorie sur le sentiment. Le sentiment de peur, vous l'avez dans l'estomac, donc on joue avec. La tête, ensuite, une réponse simpliste. D'accord? Et puis, la réponse, donc, si vous voulez, la description des problèmes, très simpliste, en binaire. Si A, donc B, te casse pas la tête. D'accord? Et puis, le troisième propos populiste, c'est toujours de victimiser le peuple, de jouer sur le sentiment de victime. Donc, vous avez peur, et donc vous êtes victime, et nous, on va vous protéger. Oui?
c'est-à-dire un discours qui est tout le temps sur le mode victimaire. Le mode victimaire, qu'est-ce que c'est? C'est attention, la France est en train de se laisser coloniser par les musulmans. L'Europe se fait coloniser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes les victimes de cela. Oui. Donc, le sentiment de la peur. 2, la simplicité de l'exposé. 3, le jeu sur le sentiment victimaire du peuple, c'est-à-dire vous êtes les victimes. Et le 3e élément, c'est effectivement de travailler systématiquement sur la dimension identitaire, votre identité, ce que vous êtes, c'est-à-dire un nationalisme de l'émotion et un nationalisme des victimes, de ceux qui sont en train de se faire coloniser. Ces caractéristiques-là, aujourd'hui, elles sont partout. Partout. Elles sont vraies en Hollande, dont je vous parlais, aux Pays-Bas. Elles sont vraies en Belgique, avec des mouvements. Elles sont vraies dans des pays où on ne s'attendait pas que ça puisse arriver. Le British National Party, c'est le parti national, qui est comme le Front National, c'est un parti qui est, de ce point de vue-là, aujourd'hui il a gagné des sièges au Parlement européen, donc ça augmente. La Suisse, le premier parti suisse, est le parti de Blocher, c'est-à-dire l'Union démocratique du centre. Et vous apercevez aujourd'hui que signal d'alarme qui vient de s'exprimer en France, les dernières positions de Marine Le Pen trouvent une majorité populaire française en accord avec ses thèses. Et ça, c'est là où il faut comprendre une chose. Ce qui est en train de se passer en France est tout à fait symptomatique. Et là, on avait des statistiques. Si vous prenez les gens et vous dites qu'est-ce que vous pensez du Front National, le Front National en tant que tel, vous apercevez que 22, 23, 24% peuvent, dans l'anonymat, adhérer aux thèses du Front National. On est entre 16 et 23%, d'accord, selon où on le fait. Si maintenant vous enlevez le Front National et vous prenez uniquement les thèses, c'est-à-dire ce qu'ils disent, on est à 60 et 70%. Oui. 75% des Français associent le mot islam à la question de la violence. Et donc, quand vous savez ça, il s'agit de jouer là-dessus et vous allez attirer les gens. Jouer sur le côté, ils sont violents, on ne peut rien dire, regardez ces musulmans. Vous dites quelque chose sur leur prophète, tout le monde dans la rue, 3 morts. Vous dites quelque chose sur le foulard, on n'a que des problèmes avec les musulmans. Il n'y a que de la violence, il n'y a que de la tension. Même quand il s'agit de parler du halal, on a encore des problèmes. Donc en d'autres termes, quand peut-on parler de l'islam sans créer un problème? C'est ça leur thèse. Et comme on ne peut plus, on veut la liberté d'expression, ils nous disent qu'ils vont nous tuer. Vous savez, ça commence depuis très très loin, ça commence déjà depuis le Moyen-Âge et au 19e siècle sur la colonisation. Mais en 79, quand il y a l'apparition de la question islamique sur la scène internationale avec la guerre, avec la révolution iranienne, ça commence avec la fatwa contre Salman Rushdie. Vous y avez vu que Rushdie, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un texte et il insulte le prophète, cela. Mais d'autres vont utiliser ça en disant, regardez, avec les musulmans, on ne peut pas avoir la liberté de s'exprimer. Et comme on ne peut pas avoir la liberté de s'exprimer, ça veut dire qu'il faut comprendre pourquoi les sociétés musulmanes ne sont pas démocratiques. Parce que l'islam n'est pas ouvert à la liberté. Comprenez comment les choses se construisent. Et donc, nous, on commence à comprendre ce qu'est le discours populiste. Alors attention, ne dites pas de tous les populistes qu'ils sont d'extrême droite. Tous les extrêmes, tous les mouvements d'extrême droite sont populistes, mais tous les populistes ne sont pas d'extrême droite. Vous comprenez? Et ça veut dire que vous allez trouver des populistes qui vont jouer sur la fibre de ces fibres-là, la peur, le sentiment victimaire, et le mouvement simpliste, dans les partis de gauche comme dans les partis de droite, dans l'extrême droite et dans l'extrême gauche. Et ça, c'est plus une question de parti, c'est une question d'individu, c'est une question de compréhension, c'est une question d'élection. Il y a des gens, pour gagner les prochaines élections, ils sont prêts à aller dans ce sens-là. Et là, il faut vraiment qu'on soit solide. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de tomber dans une attitude naïve politiquement de penser « si je suis à gauche, c'est le seul moyen ».